Bienvenue, chers auditeurs, pour une nouvelle enquête fascinante avec le célèbre Hercule Poirot. Nous aimerions savoir d'où nous écoutez-vous et quelle heure est-il chez vous en ce moment. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. Alors, installez-vous bien et que le mystère commence. C'était un de ces après-midi gris et brumeux de Londres où la ville semblait exister sous un voile de bruine et d'indécision. J'avais suggéré, plutôt sans enthousiasme, que Poirot m'accompagne au vernissage de la nouvelle exposition, très controversée, de la galerie Belgravia. À ma grande surprise, il a accepté. « Tu souhaites que j'admire, comment dit-on, des blobs sur toile, mon ami », dit-il avec un soupir théâtral, alors que nous entrions dans le hall au sol en marbre. « Ce ne sont pas des blobs, répondis-je sur la défensive. Ce sont des expressions modernes, symboliques, émotionnelles, certaines assez frappantes, en fait. » Poirot s'arrêta, les mains soigneusement gantées et la canne dressée comme un sceptre. « Ah, mais je préfère mes symboles à symboliser quelque chose, Hastings. Une pomme devrait être une pomme, pas le rêve brisé d'une pomme. » La galerie était remplie de critiques, de clients et de la foule habituelle de curieux, qui, comme moi, ne pouvaient pas vraiment décider s'ils aimaient l'art ou s'ils aimaient simplement être vus à proximité. Des flûtes à champagne scintillantes tintaient doucement sous le murmure d'une conversation cultivée. Les murs portaient d'énormes toiles aux couleurs vives, des formes déformées, des formes tordues et des titres comme « Existence en cramoisie » et la forme creuse du soi. Poirot regarda une toile, une traînée de noir sur beige avec de légères impressions de feuilles d'argent, et haussa un sourcil. « Celui-ci, Hastings, qu'en déduisez-vous » ? « Eh bien, dis-je en plissant les yeux, c'est dramatique, on dirait un orage. »« Ah, très bien, » dit sèchement Poirot. « Pour moi, cela ressemble au résultat d'un oiseau souffrant d'indigestion qui aurait volé trop près d'une usine de peinture. » J'ai ri. « Vous n'approuvez vraiment pas l'art moderne, n'est-ce pas ? » « J'approuve ce qui est ordonné, symétrique et compréhensible pour les petites cellules grises. Ceci, il désigna une toile composée d'un carré rouge à l'intérieur d'un carré bleu plus grand. Ceci, Hastings, est une insulte à la fois à la géométrie et à la raison. » Avant que je puisse répondre, nous avons été approchés par un jeune homme élégant, vêtu d'une veste de velours noir. L'un des conservateurs de la galerie, supposais-je. « Le dévoilement commence sous peu », a-t-il déclaré avec un charme répété. « Rejoignez-nous par l'exposition principale. C'est l'œuvre la plus audacieuse de M. Victor Arroway à ce jour. » Poirot hocha gracieusement la tête, même si je pouvais dire qu'il se préparait déjà au pire. Et ainsi, bras dessus, bras dessous, avec scepticisme et curiosité, nous avons dérivé vers le centre de la galerie, sans savoir que l'art était sur le point de devenir une question de vie ou de mort. La foule s'est rassemblée en demi-cercle devant une grande toile enveloppée, haute de près de 7 pieds et drapée de velours bordeaux profond. Une petite plaque en laiton à la base disait « La descente de Narcisse, Victor Arroway, 1935 ». « Je ne souhaite pas descendre avec Narcisse », me murmura Poirot, « mais hélas, il semble que nous descendions ensemble. » Un silence tomba sur la foule lorsque Lady Eugénia Arroway s'avança, élégante, dans un ensemble bleu marine, sur mesure, avec un collier de perles qui pourrait financer une modeste villa dans le sud de la France. Elle est montée sur le podium. « Mon neveu », commença-t-elle avec l'assurance d'une mondaine chevronnée, « a créé quelque chose d'audacieux, quelque chose non seulement vu, mais ressenti. C'est un honneur de présenter son expression la plus intime. » Avec un léger geste, elle fit un signe de tête au préposé. Le velours fut retiré
et un halètement collectif se répercuta dans la galerie. Le tableau, autrefois intact, était désormais en ruine. Une épaisse traînée de peinture rouge traversait la toile en diagonale, comme une blessure. Et là, incrusté près du coin inférieur droit, se trouvait un seule empreinte digitale parfaite, pressée dans la peinture encore humide. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis vint le murmure, doux, scandalisé, spéculatif. « Est-ce que cela fait partie de la pièce ?» murmura quelqu'un. Poirot s'avança légèrement, ajustant ses poignets. « Non, murmura-t-il. Cela ne fait pas partie de l'art. C'est quelque chose de tout à fait différent. » Victor Harroway, l'artiste lui-même, est entré en trombe sur la scène depuis l'aile gauche, ses cheveux noirs ébouriffés et ses yeux fous. « Qui a fait ça ?» cria-t-il, bousculant presque l'assistant de la galerie. « C'est du sabotage, sabotage !» Lady Eugénia pâlit, puis se ressaisit. « Victor, s'il te plaît. » Les yeux de Poirot étaient fixés sur l'empreinte digitale. « La peinture est fraîche, » dit-il doucement. « Cela ne peut pas dater de plus de 10 minutes. Hastings, observez. Il n'y a pas d'éclaboussure, pas de goutte accidentelle. Le coup est intentionnel, et l'empreinte digitale. » Il se pencha plus près, mais pas trop. « Ce n'est pas taché, c'est un message. » J'ai cligné des yeux. « Un message ?»« En effet, » répondit-il, les yeux plissés. L'un d'entre eux est parti volontairement, comme une signature, mais pas celle de l'artiste. En quelques instants, le personnel de la galerie a fait sortir le public. La police a été convoquée. Le tableau a été bouclé. Lady Eugénia s'approche de Poirot dans un élan de parfum et de nervosité. « Monsieur Poirot, » dit-elle à voix basse, « s'il vous plaît, je vous en supplie, découvrez qui a fait ça. » Poirot incline la tête. « Mais bien sûr, madame, même si je crois que vous trouverez... » Il s'arrêta, les yeux brillants. Il ne s'agit pas d'un simple acte de vandalisme, non, c'est quelque chose de bien plus élaboré, quelque chose, peut-être, dangereux. Et sur ce, le grand Hercule Poirot se tourna vers le tableau, sa vibrante entaille rouge ressemblant désormais moins à une expression moderne qu'aux premiers traits d'une composition mortelle. C'est quelques minutes après que le choc initial soit passé que Lady Eugénia Harroway, avec l'aplomb d'une femme habituée à orchestrer le chaos avec dignité, s'est approchée de nous. Elle était calme, trop calme, si vous me le demandiez. Et pourtant, ses yeux trahissaient la moindre lueur de détresse. « Monsieur Poirot ?» dit-elle d'une voix coupée et élégante. « J'aimerais vous parler en privé. » Poirot incline la tête avec la plus grande courtoisie. « Mais bien sûr, madame. Trouvons un endroit qui soit bas, moins peint en drame. » Nous avons été conduits dans une antichambre calme, loin de la pression des regards curieux et des voix murmurantes. L'odeur de la térébenthine et du vernis flottait dans l'air. Poirot se tenait parfaitement debout, les mains jointes devant lui comme un prêtre se préparant à se confesser. Lady Eugénia ne perdit pas de temps. Cet outrage n'est pas un acte de vandalisme aléatoire, c'est un avertissement. « Un avertissement, madame ?» La voix de Poirot était douce mais pénétrante. « C'est curieux à dire. Vous avez peut-être déjà reçu une telle chose auparavant ?» Elle fouilla dans son sac à main et en sortit un billet plié. Du papier ordinaire, des lettres dactylographiées. Poirot le prit avec précaution, comme s'il manipulait un papillon rare, et lut à haute voix. « L'art cache plus qu'il ne révèle. Faites attention à ce que vous affichez, Lady Eugénia. » Il haussa un sourcil. « Quand as-tu reçu ça ?»« Il y a une semaine. Je pensais que c'était un critique intelligent, mais maintenant... » Sa voix hésita. « Maintenant, je crains que ce soit quelque chose de plus sinistre. » Poirot étudia le message. «
un instant de plus, puis le plia avec précision et le rendit. Qui d'autre a vu ça? Personne. Je ne voulais pas alarmer Victor. Ah, murmura Poirot. Donc le jeune homme a les nerfs délicats. On pourrait dire ça, dit-elle avec une pointe d'oppression. Il est brillant, mais capricieux. Les yeux de Poirot pétillèrent. Un avertissement avant le dévoilement, une empreinte digitale sur la toile, un peintre dont les nerfs sont décrits comme délicats. Et maintenant, madame, vous sollicitez les services d'Hercule Poirot. Je fais. Alors j'aurai besoin d'accéder à votre neveu, à son studio. Et je suppose à la vérité derrière votre calme. Non. Elle tressaillit légèrement. J'admirais le talent de Poirot pour couper l'armure d'une femme avec la plus douce des aiguilles. Après le départ de Lady Eugénia, Poirot resta silencieux devant le tableau désormais bouclé. La traînée rouge restait vive sur les tons sourds en dessous. Et cette unique empreinte digitale, saisissante, presque théâtrale, semblait flotter dans le calme. « Qu'en pensez-vous » ai-je demandé en regardant par-dessus son épaule. Poirot pencha la tête. « Dis-moi, Hastings, tu ne vois pas ?» J'ai froncé les sourcils. « C'est clairement une empreinte digitale. Quelqu'un a dégradé le tableau et laissé un indice assez évident. Ah, mais pourquoi laisser un tel indice? Si quelqu'un commet un crime, est-ce qu'il signe son nom? Eh bien non, à moins qu'il ne soit idiot. Ou à moins qu'il ne souhaite que quelqu'un d'autre passe pour un imbécile. Considérez, mon ami, que l'empreinte digitale est parfaite, placée avec délibération. Pas le frottis précipité d'une main paniquée, mais un fioriture. Tu penses que c'est un message? Les lèvres de Poirot se contractèrent. Oui. Et pas pour le public, pour quelqu'un. La question est, qui? Il se pencha plus près, ses yeux se plissant devant le pinceau entourant l'empreinte digitale. « Il y a autre chose, » murmura-t-il. « Regardez comment la peinture rouge se courbe. Ce n'est pas un trait naturel, mais un mimétisme, comme si le vandale imitait l'artiste. » J'ai regardé autour de moi. Mais Victor ne le reconnaîtrait-il pas si quelqu'un copiait son style? Seulement s'il le cherche, et s'il veut pour le voir. Poirot se redressa. « Non, Hastings, il ne s'agit pas d'une simple destruction, c'est du théâtre. »« Et la scène ?» dis-je lentement. « C'est la vie de Victor ?» Poirot hocha la tête. « Précisément. Et le prochain acte, je crois, ne se trouve pas dans la galerie, mais à sa source. Il faut aller au domaine Harroway. » J'ai cligné des yeux. « Tu veux dire sa maison de campagne ?»« Greystone Manor. » Où est né le tableau? Et peut-être aussi, où est né le motif? Il a tapoté une fois sa canne contre le sol et m'a regardé avec une lueur. Préparez un petit sac, mon ami. Nous allons dans le Surrey. La palette de ce crime est bien plus riche que la seule peinture rouge. Et sur ce, le grand Hercule Poirot tourna les talons, laissant derrière lui le chaos de la galerie et s'avançant fermement dans l'ombre de quelque chose de bien plus complexe, et, je le craignais, de bien plus dangereux. Greystone Manor s'est élevé dans le paysage du Surrey, comme quelque chose sorti d'une peinture gothique, grandiose, symétrique, et pourtant d'une froideur troublante. Les haies étaient taillées avec une précision militaire, l'allée de gravier était impeccable, et la façade en pierre brillait, sous un ciel pâle. Et pourtant, malgré sa perfection, je ne pouvais m'empêcher de sentir que quelque chose n'allait pas. Poirot, sortant de l'automobile avec sa délicatesse habituelle, observa les environs avec les yeux plissés. « Une maison de secret, Hastings, » murmura-t-il en rajustant sa cravate. « Et les secrets, ils n'aiment pas rester enterrés, hein? » « Je suppose que non, » répondis-je, même si je n'étais pas entièrement sûr de ce qu'il voulait dire.
Nous avons été accueillis à la porte par un majordome si raide qu'il aurait pu être sculpté dans de l'acajou. Il nous conduisit à travers un long couloir, orné de portraits à l'huile, tous des ancêtres austères, à en juger par les expressions, jusqu'à ce que nous atteignions un salon où Lady Eugenia Harroway attendait avec la posture de quelqu'un habitué à la fois au commandement et à l'examen. « Vous avez passé un bon moment, monsieur Poirot, » dit-elle. « Et vous aussi, capitaine Hastings. » Poirot incline la tête. « Madame, quand un tableau est dégradé et que l'avenir d'un homme est en péril, la vitesse devient une vertu, n'est-ce pas ?» Elle offrit un sourire serré, puis désigna la fenêtre. « Victor est dans le jardin ouest, il y peint. Si cela ne vous dérange pas, il n'est pas toujours lui-même. » J'ai remarqué l'hésitation. Poirot, bien sûr, se jeta dessus comme un chat sur une queue qui remue. « Ah, pas lui-même, c'est très curieux, madame, mais nous jugerons par nous-mêmes. » Alors que nous traversions la véranda et sortions dans le jardin, je me suis rendu de plus en plus compte du calme qui régnait dans le domaine. Trop calme. Poirot s'arrêta brusquement. « Tu le sens, Hastings ?» Le silence. J'ai demandé. Il hocha la tête. « Oui, ce n'est pas la paix d'une maison, c'est le silence de l'attente. Quelque chose ici, quelqu'un retient son souffle. » Il tourna brusquement la tête vers un chemin bordé de haies, où une silhouette se tenait devant un chevalet, tamponnant une toile avec des mouvements rapides et nerveux. « Là, Hastings, notre artiste. Allons à la rencontre de l'homme qui prétend n'avoir aucun souvenir de l'empreinte digitale et qui peint avec la fureur d'une âme qui essaie d'oublier quelque chose. Victor Harroway était, en apparence, exactement ce qu'on pouvait attendre d'un génie torturé. Ses cheveux étaient épais et sauvages, sa chemise était éclaboussée de peinture et ses yeux, profondément enfoncés, gris pâle, étaient remplis d'une sorte d'énergie hantée. Il remarqua à peine notre approche, jusqu'à ce que Poirot s'éclaircisse la gorge. « Monsieur Harroway, » dit chaleureusement Poirot, « c'est un plaisir de rencontrer le créateur de la descente de Narcisse, même si je regrette les circonstances malheureuses. » Victor se retourna, ses mouvements vifs. « Circonstances, c'est un mot pour cela. Essayez la trahison, le sabotage, la folie. » Sa voix était un mélange de colère et de désespoir, et j'ai ressenti une pointe de sympathie. Quoi qu'il en soit, l'homme semblait véritablement secoué. « Je suppose que ce n'est pas vous qui avez peint la traînée rouge vous-même, » dis-je. Victor eut un petit rire sans joie. « Je ne dénaturerai jamais mon propre travail, capitaine. Je suis peut-être fou, mais je ne suis pas masochiste. Pourtant, vous prétendez n'avoir aucun souvenir des heures précédant le dévoilement, » demanda doucement Poirot. « Je l'ai dit à tante Eugénia, et je vais vous le dire, je ne m'en souviens pas. J'étais malade. J'ai déjà eu des crises, des fugues, des moments où je perds du temps. Je ne peux pas l'expliquer. » « En effet, » dit Poirot en penchant la tête, « et ces sorts, ils surviennent souvent, assez souvent. » Victor était assis sur un banc de pierre voisin, soudainement dégonflé. J'ai tout essayé, médicaments, thérapie, méditation. Mais quand ils arrivent, je disparais. Poirot jeta un coup d'œil à la toile posée sur le chevalet. C'était abstrait. Des lignes violentes de noir et d'orange, des formes contrastées qui parlaient du chaos. Il tendit la main et désigna délicatement un coin irrégulier. « Ce coup de pinceau, ce n'est pas votre style habituel. » Victor fronça les sourcils. « Non, c'est l'influence d'Elspeth, je suppose. Elle est mon élève, ou plutôt, elle l'était. » « Était, elle est partie. Elle est partie, hier. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus supporter la pression. Mais elle était là avant le spectacle, toujours sous les pieds, toujours en train de dessiner.
Et le studio? Demanda Poirot. Verrouillé. Moi seul, j'ai la clé. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Poirot hocha lentement la tête. Vous pensez que quelqu'un est entré, vous a piégé et a laissé une empreinte digitale dans la peinture. Victor leva les yeux brûlants. Oui, et je te le jure, si jamais je découvre de qui il s'agissait... Poirot leva la main. Doucement, monsieur. La passion est l'ami de l'art, mais l'ennemi de la clarté. Passons aux faits, oui. Et les faits, je suppose, se cachant ici à Greystone, attendant le bon moment pour se révéler. Lady Eugenia Harroway était assise à son bureau dans la salle du matin, lorsque nous revenions du jardin. La lumière du soleil pénétrant à travers les hautes fenêtres donnait à sa silhouette une immobilité classique. Et pourtant, il y avait quelque chose dans sa posture, juste un peu trop rigide, qui me mettait mal à l'aise. Elle leva les yeux, toujours aussi calme, et offrit un sourire qui n'atteignit pas vraiment ses yeux. « Eh bien, monsieur Poirot, vous avez parlé avec Victor ?»« Oui, madame, » répondit Poirot, en s'asseyant en face d'elle avec l'assurance d'un homme sur le point de jouer une partie d'échecs difficile. « Il est passionné, troublé peut-être, mais je me demande si c'est vraiment la folie qui le hante, ou le souvenir de quelque chose qu'il vaut mieux ne pas dire. » Elle croisa les mains. « Victor est un artiste. Les artistes ne sont pas comme nous tous. Ils ressentent tout avec trop d'acuité. »« C'est vrai, » dit Poirot, « mais j'ai connu de nombreux artistes, et tous ne souffrent pas de perte de mémoire, ou ne laissent pas d'empreinte digitale sur la peinture fraîche. » Les lèvres de Lady Eugenia se resserrèrent légèrement. « Vous croyez que Victor a fait ça lui-même ? » ?»« Non, madame. Je crois que quelqu'un veut faire croire que c'est le cas. » Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le jardin. « Victor est le fils de mon défunt frère, brillant, instable et totalement vulnérable à la manipulation. Je l'ai protégé toute sa vie. Et pourtant maintenant, il est exposé, » dit doucement Poirot. « Le ridicule, le scandale, et peut-être pire. » Elle se tourna alors brusquement. « Si vous avez quelque chose à dire, monsieur Poirot, dites-le. »« Très bien, » dit-il en se levant. « Vous avez reçu une note d'avertissement, vous la lui avez cachée. Vous dites que vous souhaitiez lui épargner le stress. Mais je pense qu'il y a plus. Vous ne protégez pas seulement son esprit, madame. Vous protégez son héritage. » Pendant un instant, son sang-froid se brisa. « Vous ne comprenez pas ce que c'est, » dit-elle doucement. « Pour que tout, la famille, la réputation, repose sur un esprit fragile, je ferai n'importe quoi pour assurer sa sécurité. »« Même mentir ?» demanda Poirot, pas méchamment. Elle n'a pas répondu. Alors que nous quittions la pièce, Poirot m'a murmuré. « Elle en sait plus qu'elle ne le dit, Hastings, bien plus. Son sourire est comme un voile. Il cache, mais ne s'efface pas. » Nous avons trouvé Elspeth Morrow dans la véranda, assise à une table en fer forgé avec un carnet de croquis sur ses genoux. C'était une petite jeune femme aux cheveux châtains, coupés courts et aux yeux de vert foncé, impossibles à lire. Elle portait un cardigan gris ample qui semblait engloutir sa silhouette légère. Et elle sursauta visiblement lorsque nous entrâmes. « Oh !» dit-elle doucement. « Lady Eugenia a dit que vous pourriez venir. » Poirot s'inclina. « Mademoiselle Moreau, pouvons-nous nous asseoir ?» Elle hocha la tête, et je pus voir la tension dans ses mains, alors qu'elle tenait son crayon comme une bouée de sauvetage. « Je comprends, » commença doucement Poirot, « que vous étiez l'assistant de Victor. Étudiant, » corrigea-t-elle. « Mais oui, j'ai travaillé en étroite collaboration avec lui, jusqu'à récemment. »« Vous êtes parti tout à coup, ai-je remarqué. Puis-je demander pourquoi ?» Elle hésita. « Je suppose que je sentais que j'étais sur le chemin. »
Les choses devenaient tendues. Tendues dans quel sens? Demanda Poirot, ses yeux ne quittant jamais les siens. Les doigts d'Elspeth tremblaient légèrement. Victor était... Il changeait, agité, paranoïaque. Il pensait que les gens le surveillaient. « Et l'était-il » dit Poirot légèrement. Elle détourna le regard. « Je ne sais pas. » Poirot se pencha légèrement en avant. « Mademoiselle, pardonnez l'intrusion, mais Victor et vous étiez-vous... impliqués ?» Une rougeur lui monta au cou. « Non, je l'admirais. Il était brillant, mais il était aussi difficile, intense. » Poirot hocha la tête. « Et Peter Glade ?» Elle tressaillit. « Ah !» murmura Poirot. « Il y a donc une histoire là-bas. » Sa voix, quand elle se fit entendre, était à peine au-dessus d'un murmure. Il est venu ici, avant l'exposition. Il a dit qu'il voulait interviewer Victor, mais il a continué à me faire pression. Il m'a posé des questions sur les peintures, sur les croquis que j'avais faits. Il m'a mis mal à l'aise. « Vous a-t-il menacé ?» ai-je demandé, inquiet. « Il a laissé entendre qu'il savait quelque chose, à propos d'un des tableaux de Victor, quelque chose qui n'était pas le sien. » Poirot se rassit. « Intéressant. S'il te plaît, » dit-elle soudainement, les yeux remplis de désespoir silencieux. « Ne dites mais pas à Victor que j'ai dit quoi que ce soit. Il ne comprendrait pas. »« Nous comprenons plus que vous ne le pensez, mademoiselle, » dit gentiment Poirot. « Parfois, ce sont les gens les plus silencieux qui voient le plus. » Alors que nous partions, je me suis penché vers Poirot. « Tu penses qu'elle dit la vérité ?»« Elle dit la vérité, Hastings, » dit-il doucement, « mais pas tout, pas encore. » Le lendemain matin, après un petit déjeuner très satisfaisant pour Poirot seulement dans la mesure où il impliquait un toast symétrique, nous avons été conduits à l'aile de la galerie du Greystone Manor, où nous devions rencontrer M. Simon Quill. Il était déjà là, debout devant une rangée de toiles, empilées le long du mur du fond, les mains derrière le dos et le profil légèrement tourné pour plus d'effet. C'était un de ces hommes d'une beauté cultivée, cheveux bien séparés, pochettes de costume soigneusement pliées et ce genre de bronzage qu'on n'acquiert qu'en dépensant de l'argent près de l'eau. « Ah, le fameux monsieur Poirot, » dit-il doucement en se tournant vers nous. « Et vous devez être le capitaine Hastings. J'ai lu vos récits. Des trucs captivants. » Poirot s'inclina, pas amusé. « Merci, monsieur. J'espère que vous serez tout aussi fascinant dans votre honnêteté. » Quill rit. « Je suis dans le domaine de l'art, pas de l'espionnage. »« Ah, mais les deux ne sont pas si différents, » a déclaré Poirot. « Les deux reposent sur la présentation, la tromperie et l'illusion de la valeur. » Je pouvais voir Simon Quill se hérisser légèrement à cela, mais il le couvrit d'un sourire serré. « Je suppose que vous êtes ici pour poser des questions sur le scandale des empreintes digitales, une affaire épouvantable. Vous avez assisté au dévoilement, n'est-ce pas ?» demanda Poirot. « J'aidais à coordonner la presse, » répondit Quill. La galerie avait besoin d'un coup de fouet, mais pas que gentil. « Et votre investissement ?» demanda innocemment Poirot. Quill hésita, juste un instant de trop. « Substantiel, mais c'est la nature de l'art moderne. Risque élevé, récompense élevée. » « Un grand désespoir aussi, peut-être, » dit doucement Poirot. Les yeux de Quill se plissèrent. « Si vous suggérez que j'ai vandalisé le tableau, pas du tout, monsieur. Simplement que ceux qui ont le plus à perdre agissent souvent, de manière créative. » Quill eut un bref rire. « Victor est celui qui a des antécédents de dépression, et cette fille, Elspeth, avait toujours l'air sur le point de s'enfuir. Voilà votre liste de suspects. » Poirot le regarda froidement. « Vous voyez, Hastings, à quel point certains sont prompts à rediriger l'attention. C'est comme s'ils tenaient le pinceau, mais souhaitaient que la toile blâme le cadre. »
Excusez-moi. Poirot se contenta de sourire. Une métaphore, monsieur Quill. Une métaphore que vous pourriez trouver de plus en plus pertinente. Alors que nous nous éloignions, Poirot murmura « Celui-là, Hastings, sourit avec la bouche, mais pas avec les yeux. C'est un homme qui vend des illusions, mais sous son vernis, je détecte l'odeur de la peur. » Peter Glade, le journaliste, est arrivé sans y être invité cet après-midi-là, dans un tourbillon d'odeurs, de sarcasme et de bloc-notes. Il apparut dans le salon, comme issu de la fumée de sa propre cigarette, au clou de girofle, vêtu d'un costume en tweed qui avait connu des décennies meilleures, et d'un chapeau incliné avec une ironie agressive. Eh bien, les petites cellules grises sont arrivées, dit-il en tendant la main à Poirot. Je suis vos exploits depuis des années, des trucs délicieux. Poirot accepta la poignée de main avec une politesse prudente. Merci, monsieur. Et vous êtes ici, je présume, pour observer ou pour inciter? Oh, observe, dit Glade, les yeux brillants. Même si ça ne me dérange pas de remuer un peu la marmite, surtout quand il y a quelque chose vraiment brassage. Et à votre avis, que se passe-t-il exactement ici? J'ai demandé. Glade souriait comme un chat qui reçoit une boîte d'oiseaux chanteurs. Disons simplement que je renifle les toiles de Harroway depuis un certain temps. Elles ont bien plus à voir qu'il n'y paraît. Prenez la descente de Narcisse, par exemple. Certains disent que la composition ressemble étrangement à une œuvre d'un certain surréaliste d'Europe de l'Est. Très obscur, très mort. Une accusation de plagiat? Dit doucement Poirot. Le sourire de Glade s'élargit. Je n'ai pas dit cela. Mais si quelqu'un suggérait une telle chose, cela ferait beaucoup de bruit. Des réputations ruinées. Des marchés s'effondreraient. Et vous, monsieur, dit Poirot, d'une voix comme de la soie, seriez le premier à publier une telle histoire. Le premier et le meilleur, répondit Glade avec fierté, à condition d'en avoir la preuve. Et toi? J'ai demandé. Il fit un clin d'œil. Les preuves vont et viennent, ce qui compte, c'est la pression. Appliquez-en suffisamment, et les secrets remontent à la surface, comme de l'huile dans l'eau. Poirot l'observait avec une expression impénétrable. « Dites-moi, monsieur, aimez-vous le danger ?»« Je le courtise, » répondit Glade. « Rend la vie intéressante. »« Alors méfiez-vous, » dit Poirot, de peur que cela ne vous fasse la cour. Tandis que Glade partait fouiller dans un autre coin du domaine, je me tournai vers Poirot. « Tu penses quel temps qu'il sait quelque chose d'important? » « Il sait beaucoup de choses, Hastings, mais la question est, en sait-il trop ?» Poirot regarda vers la longue fenêtre où les ombres s'allongeaient sur le jardin. Les hommes qui s'occupent des chuchotements oublient souvent que certains chuchotements appartiennent aux morts. L'après-midi avançait, et l'enquête commençait à se dérouler comme une toile à moitié terminée, pleine de contours et de suggestions, mais manquant de cohésion. Poirot, bien sûr, était dans son élément, inspectant chaque recoin de Greystone Manor, avec la minutie d'un homme cherchant la poussière dans une cathédrale. C'est dans l'atelier de Victor Harroway que nous avons rencontré la première de ce que Poirot appelait les fausses pistes. « Notez ceci, Hastings, » dit Poirot, en désignant un verre à vin posé près d'une étagère de pinceau. Il y a une trace de peinture rouge sur le bord. Quelqu'un d'insouciant, suggérai-je. Non, mon ami. L'artiste, il ne boit pas de vin en travaillant. Il boit du café. 2 tasses par séance, toujours posées sur le plateau, ici. Poirot tapota la soucoupe en porcelaine, propre à proximité. Mais ce verre à vin n'est pas à sa place. Peut-être que quelqu'un d'autre est entré. Précisément. Il étudia le verre en plissant les yeux. Et pas seulement pour boire un verre. Ensuite,
Nous avons découvert un tisonnier près de la cheminée du salon. Un lourd outil en fer, curieusement propre. Victor n'allume pas de feu, nous a informé Lady Eugenia lorsqu'elle a été interrogée. Il déteste l'odeur de fumée sur sa toile. Alors pourquoi, murmura Poirot, le tisonnier a-t-il été récemment nettoyé? Qui nettoie ce qui n'est pas utilisé? À moins qu'il n'ait été utilisé pour autre chose que le feu. Finalement, dans le couloir de la galerie, Poirot ouvrit un panneau derrière un tableau drapé et récupéra un carnet de croquis relié en cuir. Chez Elspeth, dit-il en tournant soigneusement les pages. À l'intérieur se trouvaient des rendus troublants, des caricatures grotesques de Lady Eugenia, toutes plus déformées les unes que les autres. Une thérapie artistique, peut-être, ai-je demandé faiblement. Poirot ferma le livre. Ou un avertissement. Ces indices, Hastings, il crie, mais trop fort. Quand la toile est si occupée, la vérité se cache souvent dans un coin tranquille. Ce soir-là, le manoir devint plus froid. Ce n'était pas le temps, même si le vent s'était levé, mais quelque chose d'indicible dans l'air. Je l'ai ressenti le plus. Lorsque la gouvernante s'est précipitée dans le salon, le visage pâle, comme de la porcelaine. Il y a eu... Oh mon Dieu! Il y a un homme, dans le solarium. Nous la suivions rapidement, Poirot étant inhabituellement silencieux. Le solarium se trouvait à l'extrémité du manoir, un sanctuaire aux parois de verre, rempli de fougères envahissantes et de carrelages fissurés. Et là, affalé contre le carrelage sous une vitre brisée, gisait le corps de Peter Glade. Il était bel et bien mort. Un coup d'œil à l'angle contre nature de son cou le confirma, mais ce n'est pas ce qui a attiré l'attention de Poirot. « Écoute, Hastings, » dit-il en s'accroupissant soigneusement à côté du corps. La peinture. Une tache de rouge, de teinte similaire à celle sur la descente de Narcisse, a été éclaboussée sur la manche de Glade et sur le sol près de sa main. Un autre message? Poirot ne répondit pas. Il examinait le bord de la table du solarium, où une empreinte digitale à moitié séchée, enduit et partielle, attachait le verre. « Il ne s'agit plus de défiguration, » dit-il enfin. « C'est un meurtre. À votre avis, que s'est-il passé? Je pense, » dit Poirot en se levant lentement, que quelqu'un avait peur de ce que Glade pourrait révéler. Et contrairement à la première empreinte digitale, celle-ci n'était pas destinée au drame. Elle n'était pas planifiée, laissée à la hâte. Une ombre tomba sur la pièce, alors que le soleil disparaissait sous les arbres. Le verre au-dessus craquait au vent. Poirot se tourna vers les autres, maintenant sous le choc. « Que personne ne sorte de la maison, » dit-il gravement. « Le tueur est parmi nous, et comme tous les grands artistes, il ou elle a signé son œuvre. » Victor Harroway n'avait pas bien pris la nouvelle du meurtre de Peter Glade. Lorsque nous l'avons trouvé, il parcourait le couloir supérieur avec une cigarette tremblante entre les doigts et un regard hanté dans les yeux. « Je le savais, » marmonna-t-il alors que Poirot et moi nous approchions. « Je savais que quelqu'un me surveillait, il attendait. Cette maison, cet endroit, c'est maudit. » « Ne sautons pas dans le mélodramatique, monsieur, » dit Poirot doucement, mais non sans fermeté. « Être surveillé, oui, c'est possible, mais être maudit, non, c'est l'affaire des poètes, pas du détective. » Victor expira et s'appuya contre le mur. « Je vous l'ai déjà dit, je ne me souviens de rien de la veille de l'exposition, du moins rien d'utile. Ce sont juste des flashs, le son, la couleur. » Poirot l'observa. « Ces coupures de courant dont vous parlez arrivent-elles souvent? » « Assez souvent. » La voix de Victor était amère. « Le stress les déclenche. Parfois, je me réveille avec de la peinture sur les mains et aucun souvenir de ce que j'ai fait. J'ai commencé à verrouiller le studio juste pour être en sécurité. »« Curieux, »
réfléchit Poirot. Et pourtant, l'empreinte digitale sur le tableau a été faite avec la main droite. Et vous, monsieur Harroway, êtes gaucher. Victor cligna des yeux. Quoi? Vous tenez votre cigarette avec votre main gauche. Vous écartez vos cheveux avec votre main gauche. Vous peignez. Poirot fit un geste vers une toile inachevée à proximité, avec des traits qui s'inclinent naturellement vers la gauche. C'est petit, mais je remarque de telles choses. Victor avait l'air abasourdi. Tu penses que quelqu'un d'autre? Je pense, dit Poirot, sa voix coupée et claire, que vos évanouissements, bien que peu pratiques, sont un outil bien trop pratique pour quelqu'un qui souhaite vous faire passer pour coupable. Mais qui? Poirot leva le doigt. Patience, la toile n'est qu'à moitié peinte. Ne devinons pas trop tôt le tableau final. Alors que nous nous éloignions, j'ai jeté un coup d'œil à Poirot. Vous le croyez innocent, alors? Mon cher Hastings, répondit-il. Il est peut-être instable, impulsif, voire stupide, mais il n'est pas coupable de cette empreinte digitale particulière. Non, cela appartient à une main bien plus calculatrice et très en contrôle. Nous avons trouvé Elspeth Moreau dans le verger derrière la maison. Un carnet de croquis à la main, même si elle ne dessinait pas. Son crayon pendait mollement, son regard lointain. Elle leva les yeux à notre approche, son expression réservée. « Vous avez entendu, je suppose » dit-elle doucement. « Oui, mademoiselle » répondit Poirot. « C'est très pénible, mais cela rend aussi certaines choses plus claires. » Elspeth détourna le regard. « Je ne l'ai pas fait. Je n'aurais jamais pensé que ça irait aussi loin. »« Allez jusqu'où, mademoiselle ?» demanda Poirot en penchant la tête. Elle hésita, puis parla précipitamment, comme si laisser échapper les mots les rendrait d'une manière ou d'une autre moins lourds. « J'ai eu une liaison avec Peter Glade. Cela a commencé assez innocemment. Il est venu interviewer Victor, a passé du temps à la maison. Il était charmant, de cette manière suffisante et glissante. Je ne voulais pas que cela arrive. » Hastings, quelque peu troublé, s'éclaircit la gorge. Victor ne l'a jamais su? Elle secoua la tête. Bien sûr que non, il n'aurait pas compris. Il était déjà paranoïaque, fragile. Potter l'a vu et il l'a utilisé. La voix de Poirot était très basse. Comment ça? Les yeux d'Elspeth se remplirent de honte. Potter a trouvé une première ébauche de la descente de Narcisse en studio. Il a dit qu'il ressemblait étrangement à une œuvre surréaliste d'Europe de l'Est, un artiste obscur décédé il y a des années. Peter a dit qu'il dénoncerait Victor comme un fraudeur, à moins que je ne l'aide à obtenir plus de preuves. « Ah !» dit doucement Poirot. « Et tu l'as aidé ?» Elle déglutit. « Non, j'ai refusé. Je lui ai dit de partir, que j'en parlerai à Lady Eugenia. »« Et vous l'avez fait ?» j'ai demandé. Elspeth baissa les yeux. « Je n'en ai jamais eu l'occasion. » Poirot hocha lentement la tête. « Alors vous voyez, Hastings, le grand journaliste ne se contentait pas de renifler les ragots. Il tenait un poignard sous la table. Vous pensez que quelqu'un l'a tué pour empêcher l'histoire de sortir? J'ai demandé. Poirot regarda le ciel pendant un moment. Ou peut-être mon ami, qu'ils l'ont tué pour empêcher qu'une vérité très coûteuse ne soit découverte. Les secrets sont comme les peintures, Hastings. Ils peuvent être beaux, mais il vaut mieux en laisser certains dans le noir. Il se tourna vers Elspeth. « Merci, mademoiselle. Vous avez dit la vérité, ou du moins assez pour m'aider à terminer le portrait. Bientôt, je pense, nous verrons tout le cadre. » C'était la fin de l'après-midi lorsque Poirot demanda un mot privé à Lady Eugenia. Le salon du manoir, habituellement si impeccablement aménagé, portait désormais le fantôme du bouleversement. Le valet de pied avait vidé le plateau à thé.
Mais j'ai remarqué le moindre tremblement dans la main de Lady Eugenia, alors qu'elle se versait une nouvelle tasse, une action habituellement effectuée par le personnel. Mais peut-être avait-elle besoin de quelque chose à faire avec ses mains. Poirot était assis en face d'elle, les jambes soigneusement croisées, sa canne posée sur un genou comme une baguette de chef d'orchestre. Je m'attardai près de la cheminée, faisant semblant de ne pas écouter trop attentivement. « Madame, » commença Poirot, « nous avons appris beaucoup de choses depuis notre arrivée, mais les vérités les plus importantes sont souvent celles que nous choisissons de ne pas partager. Voudriez-vous expliquer pourquoi vous avez payé M. Glad pour qu'il se taise ?» Ses doigts se resserrèrent autour de la tasse en porcelaine, mais elle n'en renversa pas une goutte. « Je vois, » dit-elle après une longue pause. Alors, Elspeth a parlé. Poirot haussa modestement les épaules. Pas entièrement, mais assez. La voix de Lady Eugenia était toujours aussi douce et contrôlée. Peter Glade était un problème. Il avait la réputation de flairer les drames et de les déguiser en scandales. Je savais ce qu'il cherchait. Une affirmation stupide selon laquelle Victor avait copié le travail d'un artiste étranger. La ressemblance était minime, mais l'histoire aurait été dévastatrice. « Alors tu l'as payé ?» dit doucement Poirot. « Oui, » répondit-elle. « Pas pour le faire taire pour toujours, juste pour le retarder assez longtemps pour que l'exposition passe, pour que Victor soit célébré. » Poirot hocha lentement la tête. « Mais vous deviez savoir que ce retard ne durerait pas. » « Bien sûr, mais mieux vaut retarder que détruire. Je devais protéger mon neveu. Même si cela signifiait aider un maître chanteur, » ses lèvres se contractèrent. « Un journaliste, monsieur Poirot, ne prétendons pas qu'il y ait une différence. J'interviens. Mais tu n'avais aucune raison de le tuer ?» Elle croisa mon regard, sans broncher. « Non, je ne nie pas y avoir pensé. Mais je ne suis pas un meurtrier, capitaine Hastings, simplement ingénieux. » Alors que nous quittions la pièce, Poirot murmura. « Vous voyez, Hastings, il y a une frontière entre la tromperie et le désespoir. Lady Eugenia danse dangereusement près d'elle. » Simon Quill était de nouveau assis dans l'aile de la galerie lorsque nous l'avons trouvé, une cigarette pendant à ses doigts et un verre à moitié rempli de quelque chose de sombre à son coude. Son vernis habituel semblait légèrement terne. « De retour ?» a-t-il demandé alors que nous approchions. Poirot offrit un sourire. « On ne peut pas s'en empêcher, monsieur. Cet endroit, c'est devenu une seconde maison. » Quill eut un rire sec. « Eh bien, j'espère qu'il y a un meilleur chauffage. » Poirot était assis en face de lui, croisant soigneusement les mains. « Monsieur Quill, vous nous avez déjà dit que vous n'aviez pas accès au studio de Victor. »« C'est exact, » répondit Quill. « L'endroit est toujours verrouillé, et franchement, je ne distinguerai pas un couteau à palette d'un presse-papier. »« Pourtant, » dit Poirot, « vous êtes un homme qui s'occupe d'artistes, de galeries, d'expositions. Vous n'êtes sûrement pas étranger au studio. »« Je gère les gens, pas la peinture, » rétorqua Quill, puis ajouta plus doucement. « Écoutez, j'étais sous pression, financièrement. J'ai beaucoup investi dans le travail de Victor. Mais je n'ai pas touché à cette peinture. Même pas pour le déplacer ?» demanda doucement Poirot. Quill cligna des yeux. « Que proposez-vous » Poirot se pencha légèrement en avant. « La veille de l'inauguration, vous étiez là. Vous vous déplaciez librement dans la maison. Vous avez aidé à préparer l'espace de la galerie. Mais êtes-vous allé plus loin ? J'ai peut-être vérifié dans le hall principal, » dit lentement Quill, « mais pas le studio. Vous portez souvent des gants, monsieur ? Pas à moins que je sois dehors. » Poirot hocha la tête avec satisfaction. Et pourtant, une empreinte digitale parfaite a été laissée. Pas celle de Victor,
une empreinte de droitier. Vous êtes droitier, n'est-ce pas? La plupart des gens le sont, dit Quill avec raideur. En effet, murmura Poirot en se levant. Vous n'êtes pas le seul à avoir un mobile, monsieur. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'accès et l'intention. Tandis que nous nous éloignions, je me penchai vers Poirot. Tu penses qu'il ment? Ah, Hastings, répondit Poirot. Il ne fait pas que mentir, il fabrique. Chaque mot qu'il prononce est un coup de pinceau. Mais ce qu'il peint n'est pas la vérité, c'est un camouflage. Il fit une pause, regardant la silhouette raide de Quill dans le fauteuil. Cet homme n'est peut-être pas un artiste en peinture, mais il est très doué en matière d'illusion. Et cela, mon ami, est en effet très dangereux. C'est tard dans la soirée, alors que la maison dormait dans un calme agité, que Poirot et moi étions assis dans la galerie, plongés dans les œuvres archivées de Victor. Des dizaines de toiles étaient adossées au mur, en rangées ordonnées, des titres légèrement griffonnés sur leur cadre. Poirot était assis les jambes croisées sur un tabouret bas en velours, se tapotant le menton avec son index, comme il le faisait lorsque quelque chose de curieux le harcelait. « Hastings, dit-il en me faisant signe, regarde celui-ci. » C'était une peinture à l'huile inachevée, trouble et fortement stratifiée, visiblement plus ancienne que les autres. Un grand carré noir occupait le centre, entouré de bords dorés, irréguliers. Pas particulièrement beau, à mon humble avis, mais il y avait quelque chose d'étrange. C'est signé, ai-je observé. Le nom de Victor, mais dans un style différent. Exactement, dit Poirot en désignant le coin inférieur. Et regardez de plus près, les coups de pinceau varient. Ici, il désigna le cadran gauche. La texture est nette, définie. Et ici, en haut à droite, elle est plus trouble, incertaine, comme si deux mains l'avaient peinte. J'ai froncé les sourcils. Êtes-vous en train de dire que quelqu'un l'a falsifiée? Pas seulement falsifiée, a déclaré Poirot. Transformée. Cette toile, je crois, a appartenu à Victor, mais une autre main, plus récemment, a tenté de la masquer ou de la retravailler. Poirot a ensuite sorti un mince dossier en papier kraft de sous son manteau. Un dossier qu'il avait obtenu, assez mystérieusement, plus tôt dans la journée. « Peter Glade », dit-il simplement. Avant de devenir journaliste, il était lui-même peintre, formé à Prague. Il a brièvement exposé, et il se murmure qu'il s'est essayé à la contrefaçon. J'ai cligné des yeux. Suggérez-vous que Peter a volé le travail de Victor? Il l'a modifié puis utilisé pour le faire chanter. Poirot sourit. Mais oui, imaginez-le. Il découvre une toile inachevée, la modifie pour refléter une obscure pièce d'Europe de l'Est, puis accuse Victor de vol. Il détient le secret sur la tête de Victor, ou peut-être sur celle d'Elspeth. Alors le vandalisme, dis-je lentement, l'empreinte digitale, s'était destiné à distraire. Ah, mon ami, dit Poirot, les yeux brillants, nous devons nous demander à qui profite le plus lorsque le doute est jeté sur un génie. Et à ce moment-là, la galerie semblait se refermer autour de nous. Un musée non pas d'art, mais d'ambition, d'envie et de tromperie. La découverte n'est pas venue par hasard, mais grâce à l'orchestration délibérée de Poirot. Nous étions retournés à la galerie accompagnés du gardien du domaine, qui, sous la direction de Poirot, commença à retirer soigneusement les grandes toiles du mur, une à une. Le gardien grommela, mais Poirot resta poliment insistant. « Il y a une méthode dans la folie, monsieur », lui assura Poirot. « Vous verrez. » Derrière la descente de Narcisse, logé entre la toile et le mur, se trouvait un mince livre relié en cuir. Une légère tache de peinture marquait le bord. « Voilà, » dit Poirot, le récupérant avec révérence.
Le carnet de croquis disparu d'Elspeth Morrow. Nous nous sommes rassemblés autour d'une petite table alors qu'il l'ouvrait. Ce qu'il y avait à l'intérieur était à la fois fascinant et troublant. Portrait après portrait de Lady Eugenia nous regardait, stylisés, certes, mais exagérés des manières les plus grotesques. Dans l'une, ses yeux étaient enfoncés comme un masque égyptien. Dans un autre, son sourire s'étirait anormalement large, comme celui d'un clown de théâtre. Mais ce n'est pas la moquerie qui jaillit des pages, c'est la peur. Chaque page ressemblait à un avertissement, à la libération de quelque chose de non dit. Elspeth les a dessinés en secret, dis-je doucement. Mais pourquoi les cacher? Poirot tourna lentement une page. Parce que, mon ami, il n'était jamais censé être vu. Pas par Victor, et certainement pas par Lady Eugenia. Tu penses qu'elle les a trouvés? Non, mais quelqu'un d'autre l'a fait. Quelqu'un qui souhaitait les utiliser. Il toucha la dernière page, où se trouvait une esquisse inachevée de la descente de Narcisse, était entourée d'ombres tourbillonnantes. Là, en dessous, une légère note. La vérité se cache derrière la peinture. J'ai regardé Poirot. Pensez-vous qu'elle le pensait littéralement? Peut-être, ou métaphoriquement, ou les deux. Mais cela nous dit ceci. Elspeth savait quelque chose. Elle avait peur de quelqu'un. Et elle l'a caché non par culpabilité, mais par survie. Je repensais à ses regards nerveux, à ses mains tremblantes. Elle est plus impliquée que nous le pensions, n'est-ce pas? Elle est impliquée, a déclaré Poirot, mais que ce soit en tant que pion ou joueur, cela, Hastings, reste à voir. Il ferma doucement le livre. Cette maison, mon ami, est comme le tableau. Belle de loin, mais derrière les couches, quelque chose de terrible attend d'être révélé. À la fin de cette longue journée chargée de tension, je me suis retrouvé à revenir à la même conclusion à laquelle j'avais résisté pendant des heures. Ce doit être Victor, dis-je à voix haute, debout dans le couloir à l'étage, à l'extérieur du salon. Les pannes de courant, le tempérament instable, la pression. Il est le seul à avoir accès à tout. Poirot, debout à côté de moi, les bras soigneusement croisés, poussa un petit soupir, le genre qui me mettait toujours légèrement embarrassé. « Mon ami, dit-il, vous êtes comme l'artiste qui peint toute la toile avec une seule couleur, parce qu'il ne voit que ce qui est évident. » Je me suis hérissé. Eh bien, n'est-ce pas évident? Il avait le motif, l'opportunité et un sentiment d'autodestruction très créatif. Poirot se tapota la tempe. Mais pas la logique, Hastings. Il est gaucher, l'empreinte digitale est droitière. Une contradiction, oui. Et qu'exigent les contradictions? J'ai grogné. Un deuxième regard, précisément. Il marchait lentement, les mains derrière le dos. Et n'oublions pas, la folie de Victor est bien connue, n'est-ce pas? C'est pratique, trop pratique peut-être. Mais tu crois qu'il est innocent? Poirot sourit faiblement. Non. Je crois qu'il est innocent de meurtre. La culpabilité, cependant, prend plusieurs formes. Il s'arrêta près d'un vase et l'ajusta d'exactement 1 millimètre. Cette affaire, Hastings, est comme une œuvre du surréalisme, bizarre, décousue et impossible à déchiffrer, jusqu'à ce que vous la regardiez à la bonne distance. Et tu as trouvé cette distance? Il m'a regardé, les yeux brillants. Je crois que oui, mon ami. Mais d'abord, nous devons déplacer la toile vers une meilleure lumière. Tôt le lendemain matin, avant que le soleil ne se lève réellement au-dessus des haies de Greystone Manor, Poirot émit ce que je ne pouvais que décrire comme un ordre surprenant. Je souhaite que toutes les peintures de Victor, chacune d'entre elles, soient retirées du domaine et ramenées à la galerie Belgravia. J'ai cligné des yeux vers lui de l'autre côté de la table du petit déjeuner.
Tous? Oui, c'est essentiel. Et qu'espérez-vous trouver exactement? Des empreintes digitales dans la peinture à l'huile? Non, Hastings, j'espère trouver la vérité, dans les coups de pinceau, dans l'ordre, dans la méthode. Il a fallu un peu de persuasion, mais là dit Eugénia, visiblement perturbée par les événements récents et espérant peut-être une résolution, a donné sa bénédiction. À midi, un défilé tranquille de personnages recouverts de toile quitta Greystone sous la supervision de Poirot et fut livré à la galerie de Belgravia. Poirot a observé le processus avec le soin obsessionnel d'un restaurateur. Il a ordonné que les peintures soient disposées par ordre chronologique sur le sol de la galerie, s'étendant sur 3 murs. Chaque toile a été positionnée avec précision. Je l'ai suivi pendant qu'il parcourait la rangée de tableaux, murmurant en français, ajustant parfois un angle ou reculant pour plisser les yeux. Finalement, il s'est arrêté. « Voyez-vous, Hastings » murmura-t-il. J'ai plissé les yeux. « Je vois des peintures. » Il fit un geste brusque. « Non. Regardez les 3 derniers. Le changement de style, le changement de composition, l'utilisation croissante du rouge. Ce n'est pas l'évolution de Victor, c'est quelqu'un d'autre qui l'imite, pouce par pouce. Et tu penses ? Je pense, dit Poirot, d'une voix basse et triomphante, que le faussaire est devenu négligent, que l'illusion a commencé à échouer, et en échouant, elle les a trahis. Il tapota une image du bout du doigt. C'est la clé, mon ami. Le véritable meurtrier a laissé sa signature, non pas sur les tableaux qu'il a détruits, mais sur ceux qu'il a essayé de copier. La galerie Belgravia, habituellement l'incarnation de la sophistication élégante, n'avait jamais été aussi solennelle. Les lumières étaient légèrement baissées, projetant de longues ombres sur le parquet brillant. Des peintures tapissaient les murs comme des témoins silencieux du chaos qu'elles avaient inspiré. Au cœur de la pièce se tenait la descente de Narcisse, nettoyée, restaurée et une fois de plus, accrochée à une place de choix. La traînée rouge criarde avait disparu, même si son souvenir persistait. Poirot se tenait à côté, immobile comme une sculpture, les yeux mi-clos, les doigts doucement pressés l'un contre l'autre dans ses pensées. Les chaises avaient été disposées en demi-cercle avant le tableau. Les suspects arrivèrent. Lady Eugénia Royal, mais raide, Victor Harroway, échevelé et pâle, Elspeth, semblant pouvoir fuir au moindre coup de vent, et Simon Quill, avec son charme habituel, terni par un éclat de sueur perceptible. Poirot fit signe à tout le monde de s'asseoir, et ils obéirent sans poser de questions. Il y avait quelque chose dans l'atmosphère, comme l'acte final d'une pièce de théâtre, quand tous les personnages sentent que le rideau est sur le point de tomber. « Mesdames, messieurs », commença Poirot, sa voix traversant le silence, « nous sommes réunis non pas pour l'admiration, mais pour la révélation. » Je me tenais près des portes de la galerie, un cahier à la main, sentant la tension crépiter dans l'air, comme de l'électricité statique. Depuis des jours maintenant, nous dansons autour de la tromperie, a poursuivi Poirot. Mais maintenant, la musique s'arrête. Le temps des masques est révolu. Victor remua. Alors tu sais qui ? Patience, monsieur Harroway, dit Poirot avec un calme mouvement de la main. Tout sera révélé. Mais d'abord, rappelons ce qui nous a amenés ici. Un tableau vandalisé, une note d'avertissement, un homme mort, avec de la peinture rouge et une empreinte digitale tachée à côté de lui. Et surtout, de l'art. Il s'est tourné vers le visage, la descente de Narcisse. Cette peinture, dit-il doucement, n'a jamais été une question d'art. C'était une question de contrôle, de peur, de manipulation.
Il pivota brusquement pour faire face au groupe assis. « Et maintenant, mes amis, nous allons découvrir qui a utilisé les outils de l'art pour commettre un meurtre. » Le regard de Poirot parcourut les visages devant lui. Chacun tendu, chacun cachant quelque chose, qu'il s'agisse de culpabilité, de peur, ou simplement du poids de l'incertitude. « Commençons, » dit-il sèchement, « avec Monsieur Harroway. » Victor se redressa, se préparant. « Vous souffrez d'évanouissement, oui, mais votre empreinte digitale, mon ami, elle n'a pas été trouvée sur le tableau. L'empreinte était de la main droite, alors que vous êtes gaucher. Cela, pour moi, a été le premier fil à tirer. » Victor expira en tremblant, mais ne dit rien. « Pourtant, vous n'avez pas signalé cette contradiction, n'est-ce pas ?» continua Poirot. « Parce que vous doutiez de vous-même, ou plus probablement, vous aviez peur de ce que les autres pourraient croire de vous. Cette peur, quelqu'un l'a utilisée contre vous. » Il se tourna vers Elspeth. « Mademoiselle Moreau, votre carnet de croquis manquant, rempli de portraits déformés de Lady Eugenia, était caché derrière le tableau même qui a été dégradé. Un choix curieux, non ?» Elle avait l'air frappée. « Je ne l'ai pas mis là. »« Je te crois, » dit doucement Poirot. « Mais quelqu'un voulait qu'on le retrouve, comme pour suggérer que vous entreteniez un violent ressentiment. Une autre erreur de direction. » Lady Eugenia se raidit sur son siège. Poirot ne l'a pas manqué. « Et vous, madame, dit-il en se tournant vers elle, avez été des plus élégantes dans vos évasions. Vous avez admis avoir payé Peter Glade pour qu'il garde le silence et avez affirmé que vous l'aviez fait pour protéger votre neveu, un acte noble, mais non sans risque. » Elle ne dit rien, ses yeux rivés sur les siens. « Mais encore une fois, aucun motif de meurtre. Vous êtes trop calculateur pour la passion et trop fier pour le scandale. Ce qui nous amène à la galerie elle-même, à l'homme qui a le plus à perdre. » Simon Quill se tendit visiblement. La voix de Poirot baissa, devenant presque intime. « Vous avez investi massivement dans l'exposition de Victor. Vous alliez grandement profiter de sa renommée croissante. Mais Peter Glade a menacé de le faire. S'il s'avérait que le travail de Victor était dérivé, non pire, volé, cela ruinerait tout. » Quill bougea inconfortablement. « Vous n'avez aucune preuve, non ?» Les yeux de Poirot brillèrent. « Mais j'ai quelque chose de mieux, des modèles, des comportements, des contradictions. Et monsieur, un dernier tableau, en dit long. » Il désigna une toile plus petite, nouvellement exposée à côté Narcisse. « Un faux, fait passer pour celui de Victor, touché, modifié, par votre main. » Des halètements se répercutèrent dans la galerie. « L'empreinte digitale, monsieur, c'était la vôtre. Nous allons maintenant discuter de la manière dont vous l'avez laissée. » Tous les regards étaient désormais tournés vers Simon Quill. Pour une fois, le charme astucieux l'avait abandonné. Il remua sur sa chaise, comme si elle était devenue soudainement inconfortable. Ses lèvres légèrement entr'ouvertes comme s'il cherchait une réplique qu'il ne parvenait pas à localiser. Poirot resta immobile, un portrait d'élégance et de précision à côté de lui. La descente de Narcisse. « Considérons le motif, » commença Poirot, sa voix calme mais tranchante comme un scalpel. Monsieur Quill était l'agent, le financier, l'homme derrière le rideau. L'exposition, votre exposition, monsieur, était votre salut. Sans son succès, vous seriez ruiné. La mâchoire de Quill se serra. Poirot s'approcha. « Mais que se passe-t-il lorsque la pièce maîtresse de votre grande exposition, ce tableau, se révèle être un emprunt astucieux, une réimagination d'une œuvre d'un obscur surréaliste d'Europe de l'Est ?» Lady Eugenia haleta doucement. Victor tressaillit. Continua Poirot. Victor, semble-t-il, n'était pas au courant de la ressemblance, mais quelqu'un d'autre ne l'était pas. Peter Glade. Il laissa le nom retomber dans la pièce comme de la poussière.
Pierre, le potin, le journaliste, le peintre raté, a découvert la vérité, et il s'en est servi. Du chantage, oui, mais envers qui? Les yeux de Poirot se posèrent sur Quill. À vous, monsieur, pas à Victor. Vous risquez de tout perdre si ce scandale atteint les critiques. La voix de Quill était tendue. C'est de la spéculation. Vous n'avez aucune preuve. Ah, mais j'ai un comportement. Lorsque vous êtes coincé, vous avez dévié. Lorsque vous êtes accusé, vous accusez les autres. Mais l'élément décisif, mon ami, n'est pas simplement un motif ou une méthode, c'est une opportunité. Poirot fit un geste élégant. Vous aviez accès, vous vous déplaciez librement dans le manoir. Vous avez organisé l'exposition. Vous avez eu tout le temps d'entrer dans l'atelier de Victor et d'emprunter sa toile inachevée. Quill était pâle maintenant, ses paumes à plat contre ses genoux. Poirot a conclu. Vous avez mis en scène le vandalisme pour détourner les soupçons. Vous avez placé l'empreinte digitale, la vôtre, comme une mauvaise direction. Et puis, lorsque Peter Glade a menacé de révéler toute la tromperie, vous l'avez réduit au silence, pour toujours. La pièce était silencieuse. Elspeth regarda Quill, horrifié. Victor avait l'air abasourdi, comme s'il entendait la conclusion d'un roman dans lequel il n'avait pas réalisé qu'il vivait. « Et maintenant ?» dit doucement Poirot. « Nous allons examiner le dernier coup de pinceau, l'empreinte du pouce qui trahit la main derrière le crime. » Poirot se tourna vers le groupe. Et, pendant un instant, je crus qu'il pourrait en rester là. Mais ensuite, il se dirigea vers une petite table sur le côté de la pièce, où un tissu de velours cachait quelque chose. Avec un grand geste, il l'écarta pour révéler un panneau de photographie d'empreintes digitales agrandies. Les lumières au-dessus vacillèrent alors qu'il leur faisait signe avec sa canne. « Voici, dit-il, la signature du tueur, non pas écrite, mais apposée. » Il montra d'abord une empreinte étiquetée « Pièce A ». Cela a été trouvé à la surface de la descente de Narcisse. Une empreinte digitale unique et parfaite de la main droite, délibérée, placée pour attirer l'attention. Pas celui de Victor, pas celui d'Elspeth, pas celui de Lady Eugenia. Il en tapota un autre. Ceci, il fit une pause, vient du revers de la chemise de Peter Glade, taché, partiellement, mais toujours assez lisible. Et puis il regarda directement Simon Quill. Quand M. Quill est arrivé au manoir, dit lentement Poirot, il privilégiait sa main droite. Il s'est plaint d'une blessure mineure. Il a fait un signe de la main avec la gauche. Il a ouvert les portes avec sa gauche. J'ai cligné des yeux. Moi aussi, je l'avais remarqué, mais je n'y avais pas pensé. Un homme intelligent pourrait penser à éviter complètement de laisser des empreintes, a poursuivi Poirot. Mais un homme anxieux, un homme qui se précipite pour frapper un homme avec un tisonnier, non, un tel homme peut oublier et laisser une marque. Il montra la dernière photo. Il s'agit d'une empreinte digitale de la main droite de M. Quill, obtenue hier lorsqu'il a signé un reçu pour le personnel de la galerie. Notez la cicatrice, ici. Une marque rouge entourait une légère indentation sur l'impression. Poirot se dirigea vers la photo du solarium, celle de la manche tachée de sang de Peter. « Voilà », dit-il en pointant du doigt, avec détermination. Une crête assortie, la même cicatrice, le même pouce, une signature tachée de peinture et de panique. Simon Quill se leva brusquement. « C'est absurde !» Circonstancielle exclamation. Marc Poirot le regarda simplement. « Alors, monsieur, peut-être pourriez-vous expliquer pourquoi vous étiez au solarium avec Peter Glade, ou pourquoi votre verre à vin portait des traces de la peinture très rouge utilisée pour encadrer Victor. » Silence. Quill hésita. Il allait tout détruire. Je voulais juste lui faire peur. C'est devenu incontrôlable. Lady Eugenia ferma les yeux. Les épaules de Victor s'affaissèrent. Poirot s'avança,
doucement mais fermement. Le meurtre, monsieur, est comme l'art. Il révèle l'âme de celui qui ose le créer, et votre âme, je le crains, vous a trahi. À présent, la galerie s'était installée dans une sorte de silence respectueux. Même les lumières semblaient nos plus faibles, projetant de longs reflets sur le parquet poli. Poirot, qui n'était jamais du genre à laisser la tension se dissiper avant la note finale, ajusta sa cravate et se dirigea vers un tableau qui était passé inaperçu pour la plupart. Un modeste paysage posé tranquillement sur un chevalet près du mur du fond. « Et maintenant, mes amis, commença-t-il, nous arrivons à la contradiction finale, enfouie non pas dans les mots, ni dans les empreintes digitales, mais dans la peinture. » Simon Quill, qui ne s'était pas rassis depuis son éclat de surprise, se moqua. « C'est un non-sens, un paysage, c'est votre preuve irréfutable. Ce n'est pas un non-sens, a déclaré Poirot, mais une nuance. » Il désigna le tableau, une scène de jardin baignée de soleil. Ce n'était, à mes yeux, rien de remarquable. Des arbres, des murs couverts de lierre, un peu de statuaire. Mais Poirot tapota le coin supérieur gauche avec sa canne. Observez attentivement. La composition, les ombres, la forme distincte de cet arc. Le reconnaissez-vous? Victor s'avança, regarda et cligna des yeux. C'est le solarium, depuis la pelouse ouest. Poirot hocha la tête. Précisément. L'angle, la lumière, la maçonnerie, c'est indubitable. Mais voici l'énigme, mon cher Quill. Ce tableau a été achevé à l'époque où vous prétendiez être à Londres. Un silence stupéfait s'installa sur le groupe. Poirot se tourna vers Simon. Donc, à moins que vous n'ayez engagé un fantôme pour peindre à votre place, vous étiez à Greystone Manor le jour même où Peter Glade a été tué. La bouche de Simon s'ouvrit, puis se referma. J'ai remarqué que la palette près de cette toile portait des taches du même rouge cramoisi que celles trouvées dans la descente de Narcisse. Ce n'était pas une coïncidence. Vous avez peint cela pour vous détendre, peut-être pour vous fondre dans la masse, mais l'art, comme le meurtre, laisse des traces. Et c'est ainsi que vous vous êtes placé sur les lieux, sans même vous en rendre compte. Poirot recula, son regard comme un scalpel. On pourrait mettre en scène des empreintes digitales, monsieur, mais on ne pourrait pas mentir d'un simple coup de pinceau. La vérité réside dans l'angle de la lumière et la courbe des feuilles. C'était, pensai-je, l'une des choses les plus poétiques que je lui ai jamais entendu dire. Poirot se tenait maintenant au centre de la galerie, ses chaussures parfaitement alignées avec le motif du plancher, la ligne de peinture l'entourant comme des jurés silencieux. Je vais maintenant, mes amis, raconter ce qui s'est passé, étape par étape, à mesure que l'artiste construit son chef-d'œuvre. Il fit une pause. Tout a commencé par un problème. Monsieur Quill, un investisseur qui a beaucoup à gagner dans le succès de Victor Harroway, découvre que Peter Glade, un peintre en disgrâce devenu journaliste, a déterré quelque chose de dangereux. Le tableau, la descente de Narcisse, ressemble étrangement à une œuvre d'un obscur artiste d'Europe de l'Est, dont Glade avait autrefois admiré le travail. La menace est claire. L'exposition équivaut à la ruine financière. Poirot fit quelques pas, l'écho de ses chaussures sonnant comme un métronome. Alors vous agissez. D'abord, vous volez une toile inachevée dans l'atelier de Victor, une toile que Glade avait déjà modifiée, subtilement, suffisamment pour soulever le doute. Vous peignez dessus, renforçant la ressemblance. Ensuite, vous la retournez, prête à être utilisée comme levier. Victor avait l'air sur le point de s'effondrer. Poirot leva la main. Mais vous n'aviez pas fini. Vous deviez créer une scène, quelque chose de dramatique. Vous êtes de nouveau entré dans l'atelier de Victor, avec le verre à vin volé lors d'un événement précédent.
vous avez enduit de peinture rouge et appuyé délibérément votre pouce droit sur la surface humide de la descente de Narcisse. Il a imité le mouvement, mimant le geste dans les airs. Puis vous avez fui. Le chaos lors de l'inauguration a masqué votre implication. Mais Glad a repoussé. Peut-être a-t-il exigé plus, ou menacé de le rendre public. Le ton de Poirot baissa. Vous avez organisé un rendez-vous, dans le solarium. Vous l'avez frappé, une fois, peut-être 2 fois, avec le tisonnier de la cheminée. L'empreinte digitale partielle, barbouillée par la panique, provenait de votre pouce bandé. Lady Eugenia se couvrit la bouche. Elspeth se détourna. Vous avez essuyé ce que vous pouviez, mais une erreur est restée, une tache sur son poignet. La peinture était fraîche. Vous aviez dépassé les limites. Poirot se tourna une dernière fois vers Simon Quill. « Monsieur, vous pensiez pouvoir contrôler le récit, comme on contrôle le cadrage d'un tableau. Mais vous avez oublié la seule vérité à laquelle tous les artistes doivent faire face. La toile finit toujours par dire la vérité. » Sur ce, il recula, laissant tomber le silence. Les épaules de Simon Quill s'affaissèrent. Il n'a rien dit, mais il n'en avait pas besoin. Le poids de la révélation flottait dans l'air, lourd et indubitable. Simon Quill était assis affalé, les yeux baissés, tandis que les autres regardaient entre Poirot et les preuves accablantes, avec un mélange de crainte et d'incrédulité. Mais Poirot, toujours précis, n'avait pas encore fini. « Avant de fermer le rideau, mes amis, » dit-il en s'avançant, les mains soigneusement jointes. « Nous devons éloigner les ombres restantes. Il y a des vérités encore cachées, mais elles ne trompent plus. » Il se tourna vers Elspeth, qui parut surprise. « Mademoiselle, votre carnet de croquis, ces portraits inquiétants de Lady Eugenia, ce n'étaient pas des menaces, mais des expressions de peur, n'est-ce pas ?» Elle hocha lentement la tête. « Elle me fait parfois peur, la façon dont elle regarde. J'ai utilisé le dessin pour lui donner un sens. » Poirot s'inclina légèrement. « Une catharsis, pas une confession, merci. » Il se tourna ensuite vers Victor. « Et vous, monsieur, avez été en proie à des évanouissements, mais pas à cause de la folie, à cause des médicaments, prescrits par un médecin bien intentionné, n'est-ce pas ?» Victor cligna des yeux, puis acquiesça. « Mes sédatifs, ils m'aident à dormir, mais parfois je me réveille, confus. » C'est précisément sur quoi quelqu'un s'est appuyé pour semer le doute dans votre esprit, a déclaré Poirot. Mais le doute, mon ami, n'est pas la culpabilité. Enfin, ses yeux se posèrent sur Lady Eugenia. Vous avez porté vos secrets avec aplomb, madame, mais même l'argent le plus poli se ternit avec le temps. Son menton se leva avec défi. Vous avez eu une liaison avec l'artiste que Peter Glade admirait autrefois. L'homme dont Victor a imité le style sans le savoir. Elle ne dit rien, mais le silence confirmait tout. Poirot incline la tête. Vous craignez le scandale, pas le meurtre. Alors, les ombres se séparent, la toile se dévoile, seul le criminel reste obscurci. Simon Quill ne protestait plus. Aucune remarque spirituelle, aucun déni glissant. Il resta simplement assis, en silence, comme un homme défait par la performance qu'il avait si soigneusement chorégraphiée. Poirot retourna à sa position d'origine, près de la descente de Narcisse, sa silhouette désormais éclairée par la douce lueur des plafonniers de la galerie. « J'ai téléphoné à l'inspecteur Japp, » dit-il doucement. « Les autorités arriveront dans 1 heure. Monsieur Quill sera placé en garde à vue. » Les autres restèrent assis, stupéfaits. C'était un moment rare, où même moi, toujours prêt à poser des questions, n'en avais aucune. Poirot me regarda, son expression s'adoucissant. « Vous voyez, Hastings, en fin de compte, ce n'est pas la folie,
ni le génie, ni l'art qui ont révélé la vérité, mais la vanité. J'ai froncé les sourcils. Vanité? Mais oui, dit-il. Le tueur se croyait assez intelligent pour orchestrer un crime sans défaut. Mais ce faisant, il a laissé le seul défaut qu'aucun véritable artiste ne fait jamais, un écho de lui-même. Quill bougea légèrement, comme si les mots avaient toujours du pouvoir sur lui. Poirot a poursuivi, tué par orgueil, est le motif le plus ancien. Mais le dissimuler sous des coups de pinceau et de la peinture, c'est une vanité à laquelle seuls les criminels insensés se livrent. Dehors, le doux bourdonnement de la ville continuait sans être dérangé. La galerie semblait un monde à part, un îlot de vérité dans l'océan des apparences. Un coup sec aux portes d'entrée rompit le silence. La police était arrivée. Poirot ajusta ses poignets. C'est fini. Alors que les officiers entraînent, Poirot lança un dernier regard au groupe rassemblé. Laissons le ménage aux professionnels, hein? Et sur ce, il se tourna vers moi, sa moustache se contractant très légèrement. Viens, Hastings, je crois que nous avons gagné un vrai chocolat belge dans ce petit café près de Trafalgar. La justice, mon ami, est un travail affamé. Cela s'est produit presque trop doucement pour être cru, comme le trait final et silencieux sur un tableau presque terminé. Alors que l'inspecteur Japp et ses agents entraient dans la galerie, les bottes résonnaient sur le sol ciré. Simon Quill se leva, l'éclat de sueur sur son col, s'assombrissant, tandis qu'il pivotait lentement vers la sortie arrière. C'était un mouvement à peine perceptible pour le reste d'entre nous. Pour quiconque regardait avec désinvolture, cela aurait pu ressembler au geste d'un homme qui se dégourdissait les jambes, mais pas à Poirot. « Ah, quelle, dit-il doucement, levant un doigt. « Monsieur Quill, vous constaterez que la porte des domestiques derrière le hall ouest a été verrouillée. J'en ai fait la demande moi-même ce matin, juste au cas où votre sens de la théâtralité l'emporterait sur votre sens de la résignation. » Quill s'arrêta, à moitié tourné, les épaules rigides. « Je ne sais pas ce que tu penses faire, » marmonna-t-il. Japp émit un faible grognement de reconnaissance, alors qu'il avançait. « Simon Quill, je vous mets en état d'arrestation pour le meurtre de Peter Glade. » À cela, Quill bougea, pas rapidement, mais avec un objectif soudain et désespéré. Il tourna les talons et courut vers le couloir latéral, son épaule frôlant un assistant de galerie abasourdi. Mais le sprint n'a pas duré plus de 5 secondes. 2 agents en uniforme bloquaient le passage comme des piliers jumeaux. Quill s'arrêta, essoufflé, les mains légèrement levées, comme s'il ne croyait pas vraiment avoir tenté l'aventure. Poirot s'approcha, parfaitement calme. « Évadez-vous, monsieur ?» dit-il doucement. « Non, non, cela n'a jamais été une option. Vous voyez, le meurtre peut permettre de nombreuses illusions, mais la justice est implacable. » Quill le regarda alors, vraiment. Et pour la première fois, je ne vis pas un agent de galerie suave, mais un homme mis à nu, effrayé, humilié et terriblement, terriblement petit. Japp fit un geste vif. Les gendarmes ont emménagé. Tandis qu'il l'escortait hors de la galerie, Poirot se tourna vers moi et épousseta ses gants avec la plus grande délicatesse. « Toujours, mon ami, » dit-il. Ils essayèrent de courir, et toujours, ils oublient. La vérité est plus rapide. La galerie s'était vidée, à l'exception de Poirot et moi. Les tableaux restaient dans un silence solennel, le drame dont ils avaient été témoins étant désormais passé. Dehors, la ville reprit son bourdonnement normal, ignorant qu'à l'intérieur de ses murs, un tout autre type de portrait s'était révélé. Poirot était assis confortablement sur un banc de brocart, les mains croisées sur sa canne.
regardant pensivement la descente de Narcisse. Je le rejoignis, tournant toujours les événements dans mon esprit. Donc, dis-je finalement, Victor était innocent depuis le début. Poirot hocha lentement la tête. Oui, c'était un pion, son excentricité, son instabilité, son art, trop facile à manipuler, et Elspeth, peureuse, honteuse, mais jamais dangereuse. Lady Eugénia, pointue et secrète, mais bien trop fière pour se salir les mains avec du sang. Je me suis penché en arrière, et pourtant, il a semblé, pendant un certain temps, que n'importe lequel d'entre eux aurait pu le faire. « Ah, mais c'est le truc de l'ego, mon ami », dit Poirot en se tapotant la tempe. Le tueur n'était pas celui qui avait la folie dans l'esprit, mais la vanité dans l'âme. Il se leva maintenant, marchant lentement vers le tableau. Simon Quill, il se croyait intelligent, non pas un créateur d'art, mais d'histoire, d'images. Il ne savait pas peindre, alors il peignait avec perception. Il ne sait pas seulement forger des toiles, mais des réputations. Et quand l'illusion s'est brisée, quand Peter Glade a vu à travers le cadre, il a tué pour protéger le mensonge. J'ai cligné des yeux. Un homme tué pourquoi? Une ouverture de galerie? Des critiques critiques? Poirot se tourna vers moi, l'air grave. Pour certains, Hastings, les apparences sont tout. Perdre son statut, son influence, sa richesse, c'est la mort par 1000 coupures. Il a donc choisi la mort la plus rapide pour un autre. Il s'arrêta de nouveau, étudiant les couches d'huile et d'ombre à l'intérieur. La descente de Narcisse. Et pourtant, ça tombe bien, non, que dans un tableau nommé pour la vanité, le meurtrier soit saisi par son propre reflet. J'ai ri. Vous appréciez votre poésie? Poirot s'inclina modestement. Même les hommes les plus logiques, mon ami, peuvent se livrer à des métaphores, une fois le travail terminé. Nous nous dirigeâmes alors vers la sortie, manteau à la main, la porte de la galerie se refermant derrière nous. Et quelque part entre Trafalgar et le T, la justice avait été rendue, avec symétrie, élégance et juste une touche de flair. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis les événements dramatiques de la galerie Belgravia. La vie avait commencé à reprendre son rythme habituel. Du moins, comme d'habitude, lorsqu'on voyage dans le sillage d'Hercule Poirot. Il était rentré à son appartement, avec une satisfaction qui rayonnait de chaque bouton poli et de chaque revers impeccablement brossé. J'avais, pour ma part, repris mes journaux, avec l'intention de capturer le récit avant que les fils ne se brouillent. Et c'est à ce moment-là que la lettre est arrivée. Il portait un cachet de la poste étrangère et un seau de cire rouge foncé, une petite chose curieuse qui m'était personnellement adressée dans la résidence que je partageais avec Poirot pendant notre séjour à Londres. L'écriture était audacieuse, continentale. Je l'ouvris avec amusement. Je recevais rarement des lettres qui ne s'adressaient pas à Poirot. Et je lus à haute voix pendant qu'il regardait depuis son fauteuil, sirotant un chocolat chaud avec une sérénité exaspérante. « Cher Monsieur Hastings, nous avons récemment découvert votre nom en relation avec l'incident de la Belgravia Gallery. Il a cela a été porté à notre attention qu'une œuvre de Monsieur Victor Harroway présente une ressemblance frappante avec les œuvres tardives d'un certain artiste que l'on croyait décédé. Nous vous écrivons maintenant pour savoir si M. Harroway envisagerait une collaboration posthume avec ledit artiste, dont le patrimoine est désormais géré par notre curatelle de Prague. Vous trouverez ci-joint des comparaisons visuelles sélectionnées. Nous serions honorés de présenter l'héritage commun dans notre exposition d'automne. Respectueusement, Milos Tovarek, directeur, Galerie Synestétique, Prague. J'ai levé les yeux, déconcerté. Mais Victor ne savait pas qu'il copiait qui que ce soit, et l'artiste est mort.
Le sourcil de Poirot se haussa légèrement. Ou peut-être, quelqu'un d'autre peint sous son nom. La suggestion flottait dans l'air comme une odeur de térébenthine. Je secouai la tête. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Poirot haussa les épaules, sans engagement, comme si le monde lui avait lancé une dernière pièce de puzzle, qu'il avait déjà résolue quelques jours auparavant. « Aïe, Hastings, murmura-t-il. Peut-être que le pinceau recèle plus de secrets que la main qui le manie. C'est plus tard dans l'après-midi, le feu étant faible et la lumière commençant à faiblir, que Poirot fit enfin part de ses dernières réflexions. Il polissait un petit cadre en argent, d'une manière inhabituellement calme, comme s'il laissait la dernière ondulation de l'affaire s'installer dans son esprit avant de tirer le rideau. J'étais assis à proximité, jouant toujours avec la lettre de Prague, me demandant si c'était une blague, un malentendu ou toute autre chose. Poirot rompit le silence. « Vous voyez, mon ami, en fin de compte, le crime n'a jamais vraiment été une question d'art, ni d'amour, de vengeance ou de folie. C'était une question d'illusion. » Il tourna lentement le cadre, inspectant son reflet dans sa surface lisse. Simon Quill croyait pouvoir réécrire la vérité avec de la peinture et de la présence. Il supposait, comme beaucoup le font, que la perception est la réalité. Il leva les yeux. Mais l'art, comme le meurtre, ne peut pas être soutenu par l'illusion. Finalement, la réalité transparaît. J'ai hoché la tête, et vous l'avez vu d'un seul coup de pinceau. En plusieurs coups de pinceau, corrigea-t-il. Chacun a laissé non seulement la couleur, mais l'intention. Hésitation, égo. Le faussaire se révèle toujours, non par ce qu'il copie, mais par ce qu'il ne peut cacher. Poirot se leva alors, replaçant le cadre sur la cheminée. Son reflet restait dans la vitre derrière lui, droit, bien rangé, posé. « J'ai souvent dit, Hastings, a-t-il poursuivi, que le meurtre est une expression de l'âme, mais il est rarement aussi flamboyant. Celui-ci, celui-ci était une mascarade. » Il se tourna vers moi avec un sourire à la fois amusé et coupant. « L'empreinte digitale, mon ami, il n'a jamais été question d'identité. C'était une question de performance, une simple touche délibérée pour convaincre le monde de la folie. Mais la folie est compliquée. Ceci, c'était une chorégraphie. » J'ai ri. Donc au final, Quill était le véritable artiste? La moustache de Poirot se contracta. Non, il n'était que le cadre. La toile était toujours un meurtre. Et la signature, Hastings. Il se tapota la tempe avec l'index. Était de la vanité. Il se dirigea vers la fenêtre, les mains derrière le dos, alors que la dernière lumière dorée du jour tombait sur le sol. À l'extérieur, le monde continuait, ignorant qu'une fois de plus, Hercule Poirot avait rétabli l'ordre, non seulement dans l'art, mais dans le cœur humain qui se cache derrière lui. Et ainsi, mon ami, nous apprenons à nouveau que sous les couches de tromperie, de peinture, de charme, de détournement intelligent, la vérité, elle se révèle toujours. Pour Hercule Poirot, ce n'est pas le pinceau ni la lame qui démasquent le tueur, mais la vanité, l'arrogance, le défaut discret d'une illusion par ailleurs parfaite. Ce n'est pas le chaos qui révèle le criminel, mais son besoin de paraître contrôlé. Comme toujours, ce sont les petites choses, l'empreinte digitale destinée à tromper, le pouce taché sur la soie, la lumière dans un paysage, qui en disent long sur celui qui observe. Eh bien, Poirot, je continue de dire que le tableau de Victor ressemblait à une pieuvre nerveuse tombant dans un escalier. Mais je suppose que même l'art abstrait peut attraper un tueur. Selon vous, quel a été l'indice le plus révélateur qui a révélé que Simon Quill était le tueur? Était-ce l'empreinte digitale tachée, la peinture du solarium, ou quelque chose que Poirot n'a jamais dit à haute voix? Faites-le nous savoir dans les commentaires, ci-dessous.
Si vous avez apprécié ce mystère classique d'Hercule Poirot, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Votre soutien nous aide à apporter plus d'éductions brillantes et révélations passionnantes à la vie chaque semaine. Des mystères plus élégants vous attendent. Restez à l'écoute pour la prochaine affaire du Petite cellule grise d'Hercule Poirot.